Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 qui traitait du saut en parachute. Donc on vous expliquait qu'on considérait un système parachutiste plus parachute, que l'on avait relevé les positions de ce système toutes les 0,10 secondes, et on fournissait la chronophotographie de ce saut en parachute avec une échelle de distance et en rappelant l'échelle de temps. Donc la première question qu'on vous posait, c'était de déterminer la valeur de la vitesse instantanée au point 1 et au point 2 pour en déduire le vecteur variation de vitesse au point 1. Donc pour calculer la vitesse instantanée au point 1, on rappelle la formule, on considère le point 1 et le point d'après, et on divise par le temps qui sépare ces deux positions. Donc si je reprends les données de l'énoncé, ça sera la distance P1, P2, divisé par le temps tau, comme c'est noté dans votre énoncé. Donc, pour déterminer la distance P1, P2, vous devez utiliser l'échelle des distances sur le graphique, et vous voyez que sur votre feuille, 1 cm va correspondre à 2 mètres. Donc, vous mesurez la distance P1, P2. Quand vous mesurez cette distance, vous tombez sur 1,7 cm. On va faire un petit produit en croix pour savoir à quelle distance ça correspond réellement. Et donc en posant ce calcul, vous tombez sur une distance réelle de 3,4 mètres entre les positions P1 et P2. Donc pour calculer la vitesse instantanée, 3,4 mètres divisé par la durée entre deux positions successives, 0,1 seconde, vous tombez sur une vitesse instantanée au point 1 de 34 mètres par seconde. En appliquant exactement la même méthode pour la vitesse instantanée au point 2, donc cette fois-ci, la distance considérée sera la distance P2, P3, on divise toujours par un intervalle de temps. Donc, avec la même échelle des distances, 1 cm pour 2 mètres, quand vous mesurez la distance P2, P3 sur votre feuille, vous tombez sur à peu près c'est pile entre 1,4 et 1,5 cm, donc je mets 1,45 cm, ce qui vous donne une distance réelle P2, P3 de 2,9 mètres. Donc quand vous calculez la vitesse instantanée au point 2, vous tombez sur une vitesse de 29 mètres par seconde. Donc là, on vous demandait de tracer ces deux vecteurs vitesse. Donc si on prend une échelle de 1 cm à correspondre à 10 mètres par seconde, eh bien vous voyez que par exemple, si on prend, on va faire un petit code couleur, la vitesse V1 pour laquelle on a 34 mètres par seconde, eh bien ça fera un vecteur de 3,4 cm. Pour V2, 29 mètres par seconde. Donc, en faisant votre produit en croix, vous allez tomber sur un vecteur qui fera 2,9 cm. Donc, si vous tracez ça sur votre chronophotographie, je vous rappelle que le vecteur vitesse instantanée au point 1 se trace au point 1. Donc, vous partez du point 1 et vous tracez un vecteur qui va vers le bas, dans le sens du mouvement, de 3,4 cm. Et là, vous avez V1. Pour V2, vous partez du point 2 et vous tracez vers le bas. On vous demandait de déterminer la direction et le sens du vecteur variation de vitesse. Donc pour ça, on va le construire. Donc je vais le construire sur ma feuille pour pas que ça soit trop brouillon. Donc je reproduis les deux vecteurs. D'abord, on va rappeler que le vecteur variation de vitesse au point 1, eh bien ça va être la vitesse au point d'après, le point 2, moins la vitesse au point 1, qui est le point considéré. Quand vous faites ce vecteur variation,
Vous avez V2, donc 2,9 cm. Et vous soustrayez V1 en partant du V2. Donc si on soustrait V1 au vecteur V2, vous tracez un trait de 3,4 cm, mais cette fois-ci vers le haut puisque c'est moins le vecteur V1. Vous avez donc un vecteur variation de vitesse delta V1 qui va être dirigé vers le haut. Donc normalement cette construction là se fait au point 1. Mais juste pour éviter que ça soit trop brouillon sur la feuille, je l'ai fait en décalé ici. Donc là on considère que là, ce point là, c'est le point 1. Donc on vous demandait de donner la direction et le sens de ce vecteur. Donc on a une direction qui est verticale et un sens qui va être vers le haut, c'est-à-dire à contresens du mouvement de la chute du parachutiste. Ça va être important pour les calculs de résultante des forces. Alors justement, à la question 2, on vous demandait de déterminer les forces qui s'appliquaient sur le système parachutiste et de donner leur direction et leur sens. Donc on a deux forces qui s'appliquent. On a toujours le poids, le vecteur P, qui va avoir une direction verticale, un sens vers le bas et une norme qu'on calcule en faisant la masse du système, parachutiste plus parachute, multiplié par l'intensité de la pesanteur terrestre. On va avoir une autre force, ça va être la résistance de l'air, à cause du parachute justement. Donc cette force, elle va s'opposer au poids, elle va freiner le parachute. Verticale, mais elle va être orientée vers le haut, vu qu'elle s'oppose au mouvement du parachutiste. Sa norme, qu'on va appeler R, elle est encore inconnue, puisque c'est ce qu'on va chercher à calculer dans les questions suivantes. Alors à la question 3, justement, on vous demandait, en appliquant la deuxième loi de Newton, de déterminer la résultante des forces qui s'appliquaient au parachutiste au point 1. Donc, je vous rappelle que la seconde loi de Newton s'écrit de la façon suivante. La somme des forces qui s'appliquent sur le système, autrement dit, la force résultante qui va s'appliquer au système, va être égale à la masse multipliée par la variation de vitesse divisée par le temps d'observation du vecteur variation de vitesse. Donc, d'après votre cours, vous savez que la force résultante et le vecteur variation de vitesse vont avoir exactement le même signe, le même sens, et la même direction. Donc ça va nous permettre de passer des grandeurs vectorielles, vous voyez là c'est des vecteurs, à des grandeurs algébriques, c'est-à-dire des grandeurs qu'on va pouvoir juste calculer. Étant donné que f résultante et delta v vont avoir le même sens, eh bien c'est ce qu'on a fait dans l'exercice 3, ils vont avoir le même signe algébrique, positif ou négatif. Donc là, pour simplifier l'affaire, on va dire qu'ils sont positifs tous les deux, et on va pouvoir écrire que la force résultante est égale à la masse fois la variation de vitesse au point 1 divisé par delta t. Donc nous, ce que l'on va chercher à calculer, c'est ça. Donc là, il n'y a même pas de transformation à faire. La masse du système, on vous disait que c'était 90 kg, donc pas de conversion à faire. La variation de vitesse au point considéré. Donc la variation de vitesse, on est d'accord que c'est V2 moins V1. Donc tout ce qu'on va faire, c'est la vitesse au point 1 moins la vitesse au point 2. Tout ce qu'on veut en fait, c'est le ralentissement observé entre ces deux points. Donc on va avoir 34 mètres par seconde moins 29 mètres par seconde, soit une variation de vitesse de 5 mètres par seconde.
le temps d'observation de cette variation de vitesse, on a observé la variation de vitesse entre le point 1 entre le point 1 et le point 2, ça veut dire qu'on a 0,1 seconde de temps écoulé sur cette variation de vitesse-là. Donc, quand vous faites ce calcul, vous tombez sur une force résultante de 4,5 10 exposant 3 newtons. Ça va être ce qu'il va rester une fois qu'on aura considéré ces deux forces-là, et c'est ce qui va réellement s'appliquer sur le parachutiste. Pour la dernière question, on vous demandait de déterminer l'intensité de la force exercée par l'air sur le parachute. Donc, autrement dit, on vous demandait de trouver la valeur, la norme de la force de résistance de l'air à cause du parachute. Donc, pour ça, on sait que la force résultante est à la somme des forces qui s'appliquent sur le sol. Donc, vous avez comme force qui s'applique le poids et la résistance de l'air. Donc, afin de calculer la véritable valeur algébrique de la résistance de l'air, il faut qu'on se débarrasse des vecteurs associés à toutes ces forces. Donc pour ça, il faut tenir compte du sens de toutes ces forces et du mouvement du parachutiste. Donc, on sait que la force résultante est elle a même sens et même direction que le vecteur variation de vitesse. On sait que cette résultante va être verticale et orientée vers le haut. Le poids, on sait que lui, il est vertical aussi, mais il est orienté toujours vers le bas. Donc on sait que ces deux forces-là ne sont pas liées. La résistance de l'air, elle s'oppose au mouvement de chute engendré par le poids. Ça veut dire que cette résistance de l'air va elle aussi être dirigée vers le haut. Donc ce qu'on peut faire pour enlever les vecteurs, c'est attribuer un signe qui va tenir compte du sens de ces vecteurs. On va dire que est positive. On va attribuer un signe moins au poids puisque lui il va vers le bas alors que la résultante va vers le haut. Et vu que la résistance est un signe positif, il nous reste donc à calculer la résistance de l'air en faisant le force et on va déplacer le moins P de l'autre côté du signe égal, donc ça va devenir plus. Donc quand on fait ce calcul, on va avoir 4,5 10 exposant 3 plus la masse fois l'intensité de pesanteur qui est la forme du poids, et on va donc tomber sur 5,4 10 exposant 3. Ça nous donne donc une résultante des forces qui vaudra 5400 newtons.